Merci cette rencontre. Voilà, des livres dont on a besoin. Notre petit interview voilà, était là pour signifier l'importance de ces livres-là, de ces rencontres-là. Donc, merci de venir. Je ne doute pas que vous allez passer un bon moment. Tant pis pour celles et ceux qui s'en privent. Et voilà, un bon moment à tous. Merci pour ce partenariat qui nous tient à cœur. Je vous souhaite une belle rencontre. Et puis, si selon l'heure à laquelle vous terminez, on est ouvert jusqu'à 20h, j'y serai. Donc, je serai ravie de vous montrer un peu la librairie si besoin. Une belle rencontre à toutes et tous. Merci à vous. Bonsoir. Écoutez, je vais directement passer la parole à Nadia, qui a accepté évidemment d'être discutante, je dirais, au cours de cette soirée, et qui va nous présenter aussi, comme Simien, qui est un co-auteur du livre Arros sur les Jacobins. Donc, merci Nadia, et merci à Com, et donc, allez-y. Bien. Bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes ici réunis pour cet ouvrage, Arros sur les Jacobins, essai sur un mythe politique français, 18e, 21e siècle, aux éditions PUF. Les auteurs, alors il y en a deux. Guillaume Roubaud-Poichy, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'histoire de la gauche et du communisme au XXe siècle. Et comme Sylvia, qui nous fait donc l'honneur d'être parmi nous, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1 Sorbonne, spécialiste de la Révolution française. Alors, nous allons commencer donc pour parler de cet ouvrage. Alors déjà, première question, quelle est la raison de cet ouvrage sur les Jacobins? Ouais. Alors, la raison d'une certaine façon, elle est très contemporaine. Guillaume et moi, nous sommes des historiens, mais il y avait aussi quand même un enjeu assez contemporain derrière ce livre. C'est tout simplement le fait que il n'y a pas une semaine qui passe dans les médias, les discours, euh, des hommes politiques, des journalistes, des analystes, sans que les termes de jacobin, de jacobinisme ne reviennent pour qualifier une personne, une politique, une chose ou une autre. Et donc, il y avait une présence, une récurrence de ces termes-là dans le débat public contemporain. Et à vrai dire, ce qui nous a intéressés, c'est que ces termes-là, au fond, ne sont jamais vraiment explicités. C'est-à-dire qu'ils vont de soi, on est supposé comprendre ce qu'ils veulent dire, et ce qu'ils veulent dire a priori, qui ne s'explicite pas, est assez simple. Le jacobinisme, c'est la centralisation. Le jacobinisme, c'est le pouvoir de Paris, le pouvoir vertical, qui contraint d'une certaine façon les libertés locales. Et généralement, le mot jacobinisme et celui qui va avec, jacobin, ceux qui défendent cette conception centralisatrice de l'État, eh bien, plus ou moins instinctivement, on comprend que ça remonte à la Révolution française. On l'associe plus ou moins tacitement à une année, 1793, à un personnage, Robespierre, et à une politique, celle du comité de salut public en 93-94, associé à Robespierre, et donc à un pouvoir violent, à un pouvoir aussi qui a recouru à la guillotine, et à un pouvoir qui contraignait les localités. Et par opposition, dans le débat public toujours, on utilise volontiers la catégorie de girondin. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le jacobinisme, la centralisation, de l'autre côté, il y a le girondinisme, qui serait la décentralisation. Et on comprend aussi qu'il y a quelque chose comme presque un jugement de valeur dans l'emploi de ces termes. C'est-à-dire que globalement, jacobinisme est rarement employé de façon positive. Là où le girondinisme, lui, serait quelque chose de positif, c'est les libertés locales, c'est la société qui respire, c'est une forme de libéralisme positif, etc. Donc, ces deux termes étaient présents. Il y a un an, à peu près, il me semble que Raphaël Glucksmann, pour prendre qu'un exemple, est venu en Gironde dans le cadre de son parti Place Publique et a expliqué que son mouvement était un mouvement girondin. Alors évidemment, à Bordeaux, en plus, ça tombe bien. On comprend que c'est par opposition aux Jacobins. Donc quelque chose qui est encore très présent, qui a un sens politique, qui a un usage politique. Derrière l'idée de jacobin, de jacobinisme comme dénonciation, il y a aussi l'idée quand même que si on le dénonce, c'est qu'on considère que l'État doit pas trop s'étendre dans son action publique, dans ses politiques publiques, sinon ce serait pas bien. Et donc voilà, il y a un usage contemporain de ces termes.
Et comme on utilise beaucoup ces mots, il nous a semblé que c'était pas vain de réfléchir à leur histoire, d'où ils viennent, ce que l'on dit, au fond, quand on les utilise, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas pleinement conscience. Les recherches historiques que nous avons menées, que d'autres historiens ont menées, nous semblaient aussi suffisamment étoffées pour pouvoir prendre à bras le corps cette problématique-là et donc replonger dans le passé pour remonter à, voilà, à l'origine de l'emploi de ces mots. La révolution. Ah, ensuite, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de descriptions. Quelquefois, on a l'impression de lire un roman. Il y a la description du climat, on est vraiment dans le moment, description des décors, voyez, on est dans l'ambiance, ce qui est très rare dans des ouvrages universitaires, quand même, qui sont un peu plus rudes, normalement. Pourquoi ce parti pris? Pourquoi description? Alors, pour plusieurs raisons, deux fondamentales, c'est-à-dire trois, d'abord le plaisir d'écrire, mais plus fondamentalement, le fait que la révolution, c'est vite compliqué. C'est vite compliqué parce qu'il y a plein d'étiquettes politiques différentes, il y a plein d'événements différents et tout ça finit parfois par se résumer en une sorte de choc des géants, ouais, une sorte de titans, les Robespierre, les Danton, les Lafayette, les Louis XVI, etc. Et on oublie que cette période-là, elle a aussi concerné la totalité du royaume, tout un chacun, des vies ordinaires, le quotidien, que ce quotidien avait un décor, qu'il était habité, et que c'est cette révolution, qui a été une révolution politique, sociale, économique, une révolution de grande ampleur, elle a habité le quotidien des gens jusque dans ce qu'ils voyaient, ce qu'ils faisaient au jour le jour, et que c'est bien de parler des Jacobins, par exemple, mais c'est bien aussi de les resituer à leur place, y compris physique et matérielle. C'est-à-dire qu'on en parlera, j'imagine, dans un instant, mais les Jacobins, c'est un club politique qui est à Paris, qui est rue Saint-Honoré à Paris, tout près des Tuileries. Et, euh, et concrètement, ces séances du club, elles s'ouvraient à 18 heures en fin de journée, parce que bah, la journée, les gens allaient travailler. C'était le soir qu'on faisait de la politique. Comme c'est nous, le soir, bah, pas à 18 heures qu'on se met à parler ici. C'était aussi parce que les députés finissaient leur session de l'Assemblée nationale à 18 heures, donc ils pouvaient venir à la séance du club après, que l'ouverture du club des Jacobins à 18 heures attirait du monde, parce qu'il y avait des gens qui voulaient venir voir les séances du club des Jacobins. Ça fait des troubles à l'ordre public sur le pavé de la rue Saint-Honoré, parce que les gens se pressaient devant le lieu des séances du club, et donc il fallait savoir quand est-ce qu'on allait ouvrir les portes. Il y a une dimension donc très concrète, très matérielle de tout ça. Il fallait aussi aménager l'espace pour que les gens puissent prendre la parole, écouter, faire des pétitions. Donc, il y a une réalité matérielle, quotidienne, vécue de la Révolution, et on voulait pouvoir en rendre compte. Et puis aussi, pour une autre raison fondamentale, j'aime beaucoup le propos du grand historien Antoine Pro dans son livre qui s'appelle Les 12 leçons sur l'histoire. Et il explique que l'histoire est toujours une expérience imaginaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on lit un livre d'histoire, de faire comme si on y était, d'essayer d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Donc là, on a essayé de concrétiser ça aussi, voilà, en essayant de décrire les lieux, les apparences, pour rendre sensible un petit peu ce passé. Ensuite, vous parlez de la rareté des sources. Alors, les sources sont vraiment fondamentales pour les historiens. Alors, vous pouvez expliquer quelles sont vos sources et quelles difficultés vous avez rencontrées? Alors, c'est le paradoxe des Jacobins. C'est-à-dire que les Jacobins, c'est, vous l'avez bien compris, quelque chose qui est qui est arrivé jusqu'à nous depuis la Révolution française. Ça a traversé plus de 2 siècles pour habiter encore notre présent. Les Jacobins, vous l'avez compris aussi, c'est un club politique. C'est même le club politique le plus important de la Révolution française, avec des très grandes figures, Robespierre, mais pas que, Danton, Marat, au point de départ Lafayette, Mirabeau, tout un ensemble de gens. Et ce club qui est formidable par l'ampleur qu'il a pris dans la Révolution, par son poids politique, eh bien, présente ce paradoxe qu'on est très mal renseigné sur lui. C'est-à-dire concrètement, on a très peu de sources. On n'a pas, par exemple, de liste de ses membres de façon régulière qui permettrait de dire très exactement qui en est précisément membre. On évolue dans une forme d'incertitude. Pour les gens qui prennent la parole, souvent, Robespierre, on en est sûr, incontestablement, mais pour ceux qui y vont sans forcément prendre la parole ou qui sont plus discrets, en sont-ils membres, en sont-ils pas membres? On n'a pas la liste, on n'a pas la liste des cotisants.
une adhésion. Et on n'a pas les procès-verbaux des séances qui nous permettraient de savoir ce qui a été discuté chaque soir, etc. Et donc, eh ben, les historiens ont essayé de combler ce vide. Les historiens ont horreur du vide et paradoxalement, ils travaillent avec le vide. Hein, c'est-à-dire qu'on travaille avec les archives. Les archives nous informent jamais sur tout, mais sur des fragments du passé. Et donc, les historiens, à la fin du 19e siècle, Alphonse Sollard, en l'occurrence, qui était le premier titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne dans les années 1890, a essayé de combler ces lacunes-là en croisant tout un ensemble de sources. C'est-à-dire que les Jacobins, par exemple, avaient fait imprimer un certain nombre de discours prononcés dans le club. On avait leur date, donc il les a remis à la date des séances où ils ont été prononcés. Et puis comme ce club a pris beaucoup d'importance, les journaux se sont mis à dire ce qui se passait le soir dans les séances de ce club, en sachant que ce club se réunit quasiment chaque soir de la semaine. Et donc, en croisant les journaux, on arrive à peu près à savoir ce qui s'est dit, par qui, etc. Et donc, on a essayé de reconstituer, au fond, les procès-verbaux manquants. Alors, ça marche mieux à mesure que le temps passe, que le club gagne en importance, qu'il y a de plus en plus de recensions dans la presse. Ça marche moins bien pour le début, c'est plus fragmentaire. Mais en faisant ça, on arrive un peu à lever les zones d'ombre. Mais par exemple, on est incapable de dire encore aujourd'hui quel jour ce club a été créé. On sait que c'est vers la fin novembre, début du mois de décembre 89. On est incapable de dire précisément c'était tel jour. Et pourtant, ce club, à bien des égards, va peser d'un poids énorme dans la Révolution française. Et justement, puisque vous êtes à la création du club, quelles sont les influences à l'origine de ce club? Est-ce que vous parlez du club breton, de aussi London Revolution Society? Vous émettez donc quand même plusieurs hypothèses d'influence, pas du tout donc des salons. Ça, du 18e, ça clairement, c'est pas la même chose. Alors, vous pouvez expliquer justement les influences? Alors, c'est une vaste question, ça, hein, d'où viennent les Jacobins. Il y a un historien contre-révolutionnaire, fin 19e, début 20e siècle, Augustin Cochin, qui a beaucoup utilisé François Furet ensuite dans les années 1970, qui expliquait que l'origine des Jacobins, c'était les sociétés de pensée du 18e siècle, les salons, les loges maçonniques, etc. Et on s'est rendu compte que pas du tout. En réalité, que ce soit les loges maçonniques ou les salons, on a un esprit très conformiste au fond du XVIIIe siècle, une composition aristocratique assez fermée souvent aussi, et c'est pas des lieux de critique, et c'est pas des lieux non plus de politique où on discuterait de façon critique de la politique en essayant de réfléchir les fondements d'un monde nouveau. Les Jacobins, par contre, c'est un endroit où on prétend inventer un monde nouveau, réfléchir à un monde nouveau et adopter une position critique sur les affaires publiques, quitte à être subversif par rapport à l'ordre établi. Et en ça, c'est bien un club politique, là où les salons et les loges l'étaient considérablement moins. L'origine, c'est le modèle du club, tout simplement. Et le club, c'est quelque chose de très nouveau en France en 1789, quand le club des Jacobins est créé. Si on avait été ne serait-ce que 10 ans plus tôt, on n'en aurait quasiment pas trouvé en France des clubs. Et le mot est tellement nouveau qu'il apparaît dans les dictionnaires seulement à la toute fin du XVIIIe siècle précisément, et qu'on explique encore à ce moment-là qu'il faut le prononcer club en écrivant ça C-L-O-B, parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Peut-être que les gens voudraient dire club. Donc voilà, un club. Et on précise que le mot vient de l'anglais et que ça vient d'Angleterre. Et en fait, la forme du club est née en Angleterre au XVIIe siècle. Ce qui est intéressant quand même, me semble-t-il, c'est que le club comme lieu où discuter, notamment discuter des affaires politiques, est né en Angleterre des deux révolutions que connaît l'Angleterre au XVIIe siècle. La première s'étant notamment déjà traduite par la déposition d'un roi et son exécution à la personne de Charles Ier. Et puis ce modèle du club anglais, ce qui fait XVIIe siècle en Angleterre, se met en place une monarchie parlementaire avec un parlement de Londres influent. Et à Londres, les parlementaires, au XVIIe, ça culmine au XVIIIe siècle, ont pris l'habitude de se réunir dans des clubs. Alors souvent plusieurs clubs, alors ils peuvent y manger, y jouer, se divertir, mais aussi pour discuter des affaires politiques, des affaires du Parlement. Et notamment, eh bien, se mettre d'accord entre eux avant les séances pour essayer de s'organiser un peu. Donc il y a une utilité politique en Angleterre qui n'existe pas en France simplement parce que c'est la monarchie absolue et qu'il n'y a pas de vie politique à proprement parler, d'espace où on pourrait débattre des affaires publiques. Par contre, les Anglais ont des colonies en Amérique du Nord, les 13 colonies qui vont donner naissance aux États-Unis d'Amérique à la faveur de la Révolution américaine des années 1760, 70, 1780, c'est-à-dire les 10, 20, 30 ans qui précèdent la Révolution française. Et comme c'était
des colonies avec des colons anglais, le modèle du club anglais s'était diffusé dans les colonies américaines. Et là, dans les années 1760, 1770, 1780, des clubs vont servir à la Révolution américaine et servir voilà, à nouveau à un contexte révolutionnaire. Et en France, il y a beaucoup de gens qui appartiennent aux élites patriotes, mais des gens comme Condorcet, des gens comme Brissot, et des gens comme le duc de La Rochefoucauld, qui se disent eux-mêmes patriotes par référence aux révolutionnaires américains, qui aimeraient bien que la monarchie française évolue, qu'elle connaisse des réformes, qu'elle accorde plus de liberté aux gens, qui sont très attentifs à ce qui se passe en Amérique, qui sont très inspirés aussi du modèle anglais, qui ont fait, par exemple, dans le cas de Brissot, des voyages en Angleterre, aux États-Unis, et qui connaissent bien cette formule du club, et qui vont l'introduire, au fond, en France quelques mois avant la Révolution française. Ils ne fondent pas encore le club des Jacobins, mais en 1788, par exemple, Brissot, Condorcet et d'autres, qui vont être parmi les membres pionniers du club des Jacobins un an plus tard, en 89, fondent en 88 un club qui s'appelle la Société des Amis des Noirs pour dénoncer la traite esclavagiste. Donc, et là, on retrouve bien cette formule qui essaie d'introduire des gens qui sont en contact avec l'Angleterre et les États-Unis. Et ces gens vont se souvenir, donc fin novembre, début décembre 89, on ne sait pas exactement, de ce modèle du club et de l'utilité politique que ça peut avoir à un moment politique très singulier. C'est-à-dire que automne 89, existe désormais en France quelque chose qui est né en juin 89, qui a donc à peine 6 mois à l'époque, qui est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a commencé à se diviser durant l'été 89 entre un côté droit et un côté gauche. Le côté gauche, c'est les patriotes, les révolutionnaires, ceux qui veulent poursuivre la révolution plus loin, qui pensent que la révolution, à l'automne 89, elle n'a pas encore tenu toutes les promesses énoncées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis, il y a un côté droit qui, lui, pense qu'il faudrait arrêter un peu les choses là tout de suite maintenant, pas aller trop vite, pas aller trop loin, pas aller trop fort, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'engage que ceux qui y croient, et qu'il faut un pouvoir fort, avec un roi fort, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en octobre-novembre, c'est le côté droit qui domine. Et le côté gauche a un peu perdu la main et se demande comment faire pour peser à nouveau, peser par exemple pour les votes internes pour élire le président de l'Assemblée nationale, les secrétaires de l'Assemblée nationale, comment faire pour peser, on dirait aujourd'hui, sur l'agenda politique de l'Assemblée nationale aussi. Et, et là, ils se souviennent qu'il y a une formule qui peut être utile, qu'on connaît en Angleterre, aux États-Unis, qui est celle du club. Et c'est pratique, c'est nouveau le club en France. Et ce qui est nouveau, les révolutionnaires, ils aiment bien ça. La révolution, c'est aussi trouver des nouvelles façons de se réunir, de parler, etc. Et donc, eh bien, on lance un club, le club des Jacobins, qui en fait, c'est la gauche, le côté gauche de l'Assemblée nationale, dans toute sa diversité, depuis la gauche modérée, façon Lafayette, Mirabeau, etc., jusqu'à la gauche plus déjà radicale, comme Robespierre et d'autres, Grégoire et compagnie. Et dans toute leur diversité, ils se retrouvent là, rue Saint-Honoré, voilà, pour essayer de trouver un endroit où, au fond, travailler ensemble en amont des séances de l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a choisi le lieu. On a cherché une salle qui était le plus près possible de l'Assemblée nationale, parce qu'au point de départ, c'est une centaine de députés du côté gauche qui créaient ce club pour essayer de peser voilà, sur la vie de l'Assemblée nationale. Au fond, donc, le club des Jacobins, lorsqu'il est créé, ça n'a rien à voir avec la centralisation. Voilà. C'est juste, on prend acte, il y a une vie d'assemblée qui a pris son envol en 89, que dedans tout le monde n'est pas d'accord, qu'il y a des rapports de force politique. Donc, comment on fait? Eh bien, pour peser dans ces rapports de force politique, on se dote d'une structure, le club. Ça veut aussi dire qu'au fond, ce club, il répond à l'impératif, aux impératifs de la démocratie représentative qui est en train de prendre son envol et dont on accepte de jouer le jeu. Au fond, voilà, c'est comme ça. Et si on veut peser, il faut s'organiser. Donc, on crée un. Et donc, le lien avec le club breton, parce qu'il y a quand même la personnalité de Chapelier. On Oui. va trouver président du club breton. Ensuite, il a présidé au tout début le club des Jacobins. Alors, pour faire simple, parce que on en parle et en même temps, c'est juste pour dire que on s'est longtemps trompé sur ce sujet. La vision classique, c'est de dire, voilà, quand les États généraux ont ouvert à Versailles en mai 1789, c'était constitué dans un café de Versailles, le café Amaury, un club qui s'appelle le Club breton, composé au départ seulement des députés bretons du tiers-État, et puis autour duquel, petit à petit, seraient venus se greffer d'autres députés révolutionnaires. Et c'est à ce club, notamment, qu'on doit
la mise en route de la nuit du 4 août et de l'abolition des privilèges, hein, entre autres choses. Et tout ça, c'est vrai. Euh, mais on dit généralement que donc ce club était à Versailles, le club breton, né à l'origine autour de la députation bretonne. Et puis, ben, il se trouve qu'au début du mois d'octobre 89, il y a la marche des Parisiennes sur Versailles qui a pour effet de ramener la famille royale à Paris. Et que ben, la famille royale revenant à Paris, l'Assemblée nationale a suivi également à Paris. Et donc, eh bien, le club breton se serait translaté à Paris et aurait cherché une salle, et aurait trouvé une salle au couvent des Jacobins. Et donc, eh bien, le club breton serait devenu le club des Jacobins. Le club breton, c'était à Versailles, le club des Jacobins. En réalité, c'est plus compliqué, puisqu'au moment où l'Assemblée nationale vient à Paris, le club breton cesse plus ou moins d'exister, et il va s'écouler 1 mois et demi entre le déménagement de l'Assemblée et le moment où le club des Jacobins est créé. Beaucoup de gens qui sont membres du club des Jacobins ont été membres du club breton à Versailles, mais pas tous. Il y a aussi des gens qui sont là qui n'étaient pas membres du club breton, des gens qui étaient membres du club breton qui ne sont pas membres du club des Jacobins à la Fondation. Donc en fait, c'est deux choses qui ont des liens incontestablement, mais il n'y a pas de corrélation directe et mécanique. Alors après, la définition du jacobinisme vient quand même assez tard dans l'ouvrage. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est une excellente question. Parce que notre conclusion, c'est que le jacobinisme n'existe pas. Euh, et euh, et qu'il fallait bien amener des éléments pour pouvoir le poser. Et surtout, notre approche, c'était de dire on ne peut pas comprendre ce que sont les Jacobins si on ne prend pas le temps de comprendre préalablement ce que c'était que ce club, ce que c'était que son fonctionnement. Et donc, avant d'en venir seulement à l'histoire des idées, d'une éventuelle doctrine jacobine qui s'appellerait le jacobinisme, il fallait d'abord comprendre le cadre, les lieux, on en a parlé. Et en faisant ça, en fait, il a déjà fallu plusieurs chapitres pour expliquer que la naissance du club des Jacobins, dont on vient de parler, que ce club grossit très vite. En réalité, hein, il s'ouvre dès les débuts de l'année 1790. Il a quelques semaines d'existence seulement, mais il y a des gens qui ne sont pas députés. Dès l'été 1790, c'est plus de 1200 membres, hein, le club des Jacobins, avec des gens qui ne sont pas tous députés. Il fallait aussi poser une donnée fondamentale qui est que, eh bien, dès la fin 89, les clubs jacobins commencent à s'ouvrir dans d'autres villes de France. Et que le mouvement est assez rapide. Il y a plus de 300 clubs jacobins dès la fin de l'année 90, il y a plus de 900 clubs jacobins dès la fin de l'année 1791, qu'en 93-94, l'an 2 de la République, il y a déjà 6000 clubs jacobins, on est au paroxysme, avec à peu près 500 000 membres. Quelle force politique aujourd'hui n'aimerait pas avoir 500 000 membres, d'accord? Et donc, il fallait comprendre tout ça, qu'il y avait tous ces gens, et que au fond, tous ces gens, bah, du coup, ce n'était pas que Robespierre. Parce que quand on se pose tout de suite la question de ce qu'est le jacobinisme, et beaucoup ont essayé de le faire, beaucoup sont aussi tombés dans le travers d'essayer de définir le jacobinisme à partir de ce que pense Robespierre. Et donc, il fallait aussi remettre ça en perspective de ce qu'est au fond, si on veut dire ce que c'est que le jacobinisme, il fallait commencer par poser le fait que c'était un réseau politique de très grande ampleur, d'ampleur inégalée, telle que ni la France, ni l'Europe, ni, à vrai dire, l'Amérique ou n'en avait connu jusque-là. Un réseau politique avec 6 000 clubs, 500 000 membres, alors très majoritairement des hommes, mais quelques femmes quand même dans certains clubs, qui n'était pas une structure verticale précisément. C'est-à-dire que le club de Paris n'a exigé aucune de ces créations de clubs, qu'on était au contraire d'emblée sur une logique de l'association, c'est-à-dire que des gens créaient un club dans une ville, puis ensuite demandaient à s'associer au club de Paris, et qu'en même temps qu'on s'associait au club de Paris, on demandait à s'associer à d'autres clubs jacobins. C'est-à-dire par exemple que le club de Bordeaux pouvait, il y a un club à Bordeaux, rapidement, pouvait demander à s'associer au club de Paris, mais aussi au club de Toulouse, au club de Pau, au club de Lyon, etc., selon une logique qui est complètement étrangère, à vrai dire, à notre imaginaire jacobiniste, c'est-à-dire une logique horizontale, d'une certaine façon, et non pas verticale, et que dans ces associations qui mêlent Paris-province et en même temps province-province, eh bien, on échangeait des informations politiques, des discours, des lois, des réflexions, des pétitions, etc., des mots d'ordre, et que tout ça, c'était ça, le réseau jacobin. Il fallait déjà commencer par le poser. Et puis, une fois qu'on a posé ça, eh bien, voilà, le reste vient. On se dit, bon, bah, ce qui circule à l'intérieur de ce réseau, a priori, c'est le jacobinisme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on adhère au club jacobin, spontanément, on a envie de se dire, bah, c'est l'adhésion au jacobinisme. Et donc, c'est l'adhésion à une idéologie, l'idéologie jacobine. Et c'est là que
on se heurte à des difficultés. C'est-à-dire que déjà, le mot jacobinisme, les jacobins ne l'emploient jamais. C'est-à-dire que le mot jacobinisme n'existe pas dans le vocabulaire jacobin. Il naît, ce mot, en 1791. Il naît en 1791, mais sous la plume d'auteurs contre-révolutionnaires, qui l'utilisent pour dénoncer, en réalité, non pas l'idée d'une centralisation étatique ou administrative ou ce que vous voulez, mais pour dénoncer la révolution. C'est-à-dire que pour les contre-révolutionnaires, le jacobinisme, c'est synonyme de révolution et de révolutionnaire. Autrement dit, c'est synonyme de tout ce qu'on déteste. Donc, on déteste le jacobinisme, on forge ce terme, au fond, comme un terme péjoratif d'anglais, pour dénoncer la révolution elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit jacobinisme, on utilise un mot forgé par les contre-révolutionnaires au point de départ. Et les jacobins, eux, n'utilisent pas ça. Déjà, première alerte, ils n'utilisent pas un terme englobant qui dirait, bah voilà, nous, il y a une chose qui nous réunit et c'est le jacobinisme. Alors, évidemment qu'il y a des choses qui réunissent les jacobins quand même. Et ces choses qui réunissent les jacobins, s'il n'y en avait pas, pourquoi adhérer à un club jacobin, a priori? Et on peut faire la liste. Ils adhèrent aux principes révolutionnaires, aux grands principes révolutionnaires, n'importe quel, depuis le petit club d'un bourg rural jusqu'au club de Paris, en passant par le club de Bordeaux, les Jacobins se reconnaissent dans le principe de liberté, dans le principe de l'égalité en droit, dans le principe de la fraternité. Ils se reconnaissent aussi, et c'est fondamental, j'imagine, et c'est fondamental tout court d'ailleurs, mais dans le principe essentiel qui est celui de l'unité et de l'indivisibilité de la nation française, de la nation française qui a été déclarée souveraine. Ils se reconnaissent donc aussi dans le principe de la souveraineté de la nation, de la souveraineté populaire, incontestablement. Mais déjà, on se rend compte que derrière ces principes, on met des choses un peu différentes chez les Jacobins selon qu'on soit en 89 ou selon qu'on soit en 92 ou en 93. L'égalité en droit en 89-90, ça peut se décliner principalement sur la question des droits, justement. En 93-94, au nom de la notion d'égalité, on va réclamer le suffrage universel, on va réclamer l'abolition de l'esclavage, on va réclamer aussi le principe de droits sociaux tels que le droit premier à l'existence. Bon, à l'existence, ça ne veut pas dire ce qu'on entend quand on est du côté de Christine Boutin aujourd'hui. Hein. Le droit à l'existence pour des gens comme Robespierre, Saint-Just et d'autres, c'est l'idée que le tout premier droit des hommes, c'est le droit de vivre, c'est-à-dire d'accéder aux denrées de première nécessité qui vous permettent de vivre, soit que votre travail vous permet de subvenir à vos besoins, soit si vous ne pouvez pas travailler, que la société subvienne à vos besoins. Et l'idée que c'est le tout premier droit des hommes en société tient tout simplement au fait que si vous n'avez pas les moyens d'assurer votre existence, a priori, l'égalité en droit vous fait une belle jambe, hein, d'une certaine façon. C'est bien beau de savoir que vous êtes égal en droit à tous les autres. Si vous n'avez pas de quoi vivre, c'est compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît en 93-94, qu'on ne retrouvait pas en 89. Donc déjà, il n'y a pas de choses figées. Et puis, une fois qu'on remet toute cette liste en perspective de ce qui relie les Jacobins entre eux, on se rend compte de quoi? En réalité, que rien dans cette liste n'est propre spécifiquement aux Jacobins. C'est-à-dire que si on prend un autre grand club politique parisien, les Cordeliers, ils sont d'accord avec chacune de ces choses. Et on peut même aller plus loin. Les Girondins, qu'on oppose aux Jacobins, sont d'accord avec chacune de ces choses, y compris sur l'idée de droits sociaux. Enfin, je veux dire, une des plus grandes figures girondines, c'est Condorcet, qui théorise dès 91-92 l'idée d'une école publique gratuite pour tous les enfants, etc. Donc, il y a bien l'idée de droits sociaux aussi. Et donc, au fond, voilà la difficulté, c'est-à-dire que on n'arrive pas à identifier un noyau idéologique qui serait le propre des Jacobins, qui serait le seul à partager. Il n'y a pas de corpus de doctrine cohérent entre eux, qui fait qu'on adhérerait aux Jacobins par adhésion à ce corpus doctrinal pour le concrétiser en elle. Alors peut-être que vous me direz, ma réponse est un peu longue, mais la question est large, vous me direz que, d'accord, il n'y a pas de corpus doctrinal, etc., spécifique aux Jacobins, mais qu'on sait quand même ce que c'est que le jacobinisme, vu que c'est la centralisation et que ça les distingue des Girondins. Et là, on se heurte à de nouvelles difficultés en cascade, c'est-à-dire qu'en réalité, les Girondins, jusqu'à l'automne 92, sont tous membres des Jacobins. Les Girondins ont tous été des Jacobins avant d'être des Girondins. Et c'est vrai qu'il y a une opposition entre Jacobins et Girondins à partir de l'automne 92, mais pas du tout sur des questions d'architecture des pouvoirs et de centralisation, de décentralisation. Ce qui les oppose en 92-93, la Révolution a déjà bien changé à ce moment-là, c'est devenu la République depuis septembre 92, c'est la question du rapport qu'il faut avoir avec le mouvement populaire révolutionnaire qu'on appelle le mouvement sans culotte. Les Girondins pensent
concrètement que les sans-culottes parisiens pèsent trop lourd sur la vie politique nationale et qu'il faudrait réduire l'influence du mouvement sans-culottes parisien. Sans-culottes qui ne sont pas jacobins. Je suis désolé, avec la Révolution, tout s'entortille au bout d'un moment, mais voilà. Et les jacobins, eux, pensent autrement. Ils pensent qu'en 92-93, il y a désormais la guerre. Là, on avance à grands pas dans la Révolution, il y a la guerre. La guerre se passe mal. Depuis 93, la France est en guerre littéralement contre toute l'Europe des princes, que toutes les frontières sont percées, que depuis le printemps 93, la guerre civile a démarré à l'intérieur du pays, en Vendée notamment, qu'à l'été 93, les grandes villes du pays, mis à part Paris, mais c'est-à-dire Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux, Grenoble, Caen, etc., se soulèvent, ce qu'on appelle le soulèvement fédéraliste, c'est-à-dire qu'elles ne répondent plus à l'autorité de l'Assemblée nationale. Et l'idée des Jacobins, c'est-à-dire que la situation est tellement critique que la République est en train de jouer sa peau. Si la République perd, c'est pas comme quand Louis XIV perdait une bataille et qu'on perdait un petit bout de territoire. Si la République perd, c'est le retour à l'Ancien Régime. Et donc, il faut sauver la République, ce qu'on appelle le salut public à l'époque. Et pour sauver la République, eh ben, de fait, il faut s'appuyer sur tous ceux qui veulent la sauver, y compris les sans-culottes. Et donc, les Jacobins pensent qu'il faut, au contraire, à la différence des Girondins, s'allier, au moins temporairement ou stratégiquement, avec les sans-culottes, le mouvement populaire parisien, quitte à reprendre un certain nombre de leurs revendications, notamment sociales, notamment sur le droit à l'existence, etc. Et donc, voilà, la différence entre Jacobin et Girondin, elle se situe là. Et pour terminer, pour vous dire à quel point l'idée de centralisation n'est pas au cœur de l'opposition Jacobin-Girondin, il se trouve qu'à partir de septembre 92, qu'on commence à siéger la troisième Assemblée nationale de la période révolutionnaire, la plus connue aussi, celle qu'on appelle la Convention nationale, celle qui a établi la République, qui a condamné Louis XVI à mort, celle qui va établir ce régime d'exception qu'il est commun d'appeler la terreur, eh bien, au début, septembre 92 jusqu'au printemps 93, ce sont les Girondins qui commencent à dominer cette assemblée-là. Et cette assemblée-là, vu qu'elle vient d'établir la République, il faut faire une constitution pour la République. On ne peut plus garder la constitution monarchique pour une République. Et donc, comme ce sont les Girondins qui dominent, eh bien, les Girondins créent au sein de la Convention nationale un comité de constitution, comme il y a des commissions parlementaires aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et ce comité de constitution est peuplé de Girondins. Ce sont les Girondins qui sont à la baguette pour définir la constitution. Et ils vont établir un projet de constitution largement élaboré par Condorcet, qui aboutit en février 93 à une proposition qui ne va jamais être adoptée, en l'occurrence. Mais il se trouve que cette proposition-là de Condorcet, elle est très intéressante, parce qu'on peut étudier ce que pensent les Girondins, du coup, ce qu'ils voudraient comme constitution de la République. Et il n'y a pas plus centralisateur que cette constitution girondine. C'est-à-dire que Condorcet commence d'emblée par dire la République française est une et indivisible. Elle est une et indivisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, la nation souveraine, elle est une, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une représentation nationale, un pouvoir législatif qui va définir des lois qui s'appliqueront à l'identique dans l'ensemble de la République, qu'on soit en Gironde, qu'on soit dans le Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Nord-Pas-de-Calais, etc. Et pour ça, il faudra des rouages administratifs pour faire appliquer les lois qui devront, là aussi, fonctionner à l'identique où que l'on soit, avec des pouvoirs municipaux, des pouvoirs départementaux qui auront le même nombre de membres, les mêmes compétences où qu'on soit, qui auront interdiction de modeler les lois en fonction des réalités locales. Et Condorcet va jusqu'à dire, c'est simple, si une municipalité veut lever un impôt local, elle devra avoir l'accord de l'administration départementale, qui elle-même devra avoir l'accord des ministres, du gouvernement. C'est hyper centralisateur. Et face à ça, on a les Jacobins, qui sont déjà en opposition avec les Girondins depuis l'automne 92, je vous l'ai dit, et ils ne se satisfont pas de l'idée que leurs rivaux girondins élaborent un projet de constitution, et donc ils décident de s'organiser à l'intérieur du club des Jacobins en faisant une sorte de contre-comité de constitution avec cette fois que des Jacobins, puisque c'est dans le club des Jacobins, c'est Danton qui a cette idée, et qui serait chargé, disent-ils, d'élaborer un projet de constitution des Jacobins. Et là, on est content, on doit se dire, alors ça doit être centralisateur. Il le crée en octobre 92, en même temps qu'est créé le comité girondin au sein de l'Assemblée nationale. En juin 93, alors que les Girondins viennent d'être renversés, alors que Condorcet a rendu son projet depuis février, en juin 93, le comité des Jacobins n'a toujours rien produit. Parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et pourtant, il y a tous les ténors. Il y a Robespierre, il y a Saint-Just, il y a Collot d'Herbois, il y a Danton. Ils sont tous là. Et le problème, est-ce qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux? Même Saint-Just et Robespierre, qui sont pourtant très proches,
font des propositions constitutionnelles qui ne sont pas les mêmes. Il n'y a qu'un truc, à la limite, où Saint-Just et Robespierre sont d'accord, c'est pour dire il faut laisser le maximum de liberté possible aux municipalités communales. Donc, si vous devez retenir un truc, les grandes figures jacobines comme Robespierre ou Saint-Just auront quand même aussi un côté décentralisé. Voilà. Donc, vous voyez, même sur la centralisation, finalement, on n'arrive pas à identifier un corps doctrinal propre aux Jacobins. Et le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, il a été posé noir sur blanc dès janvier 89 par Sieyès. Sieyès, qui a été un des membres fondateurs des Jacobins, mais qui est aussi un des premiers à quitter le club des Jacobins. Et Sieyès, c'est tout sauf un enragé, hein, c'est un prêtre, en l'occurrence. Et en janvier 89, lorsqu'il pose le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation, on est quand même 11 mois avant la création du club des Jacobins, pour vous dire à quel point c'est pas voilà, un principe jacobin par essence. J'ai débordé. Alors, au niveau de la convention, on a les montagnards. Alors, c'est bon, le pourcentage de montagnards qui est jacobins. Sur les liens entre les deux. Oui, alors ça, c'est toujours le problème des étiquettes de la Révolution, jacobin, girondin, sans-culotte, et puis on a montagnard. Alors, en voilà encore une autre. Et généralement, on associe un peu jacobin et montagnard. C'est un peu la même chose, cette histoire, mais les choses ensemble. Là aussi, c'est plus compliqué que ça. Les jacobins, je vous ai dit, c'est un club. On en est adhérent ou on n'est pas adhérent. Adhérent, c'est-à-dire qu'on paye une cotisation, ou on n'en est pas. Mais c'est un club. Un club, c'est une association de droit privé. Ça ne concerne pas la représentation nationale, même si en 92-93, de nombreux députés sont aussi membres du club des Jacobins, de la même façon qu'aujourd'hui, beaucoup de députés sont membres d'un parti politique. Voilà. Mais au sein de l'Assemblée nationale, de la Convention nationale, à partir de septembre 92, 93, 94, la vie politique s'organise de la façon suivante. Il y a un côté gauche. Ce côté gauche, ce sont ceux qu'on appelle les montagnards. Il y a un côté droit, ce sont ceux qu'on appelle les Girondins. Là où c'est compliqué, c'est que les Girondins, qui sont désormais du côté droit, l'Assemblée nationale précédente, qui avait siégé en 91-92, ils étaient du côté gauche. Les Girondins, c'est des révolutionnaires, c'est des républicains jusqu'au bout des ongles, hein, ce n'est pas des contre-révolutionnaires du tout. Donc ils étaient du côté gauche et voilà du côté droit. Et puis entre ce côté droit girondin et ce côté gauche montagnard, il y a un centre, on serait tenté de dire, qu'on appelle à l'époque la plaine, le Marais. Et en réalité, c'est la plaine ou le Marais qui a le plus grand nombre de députés. Alors, ce n'est pas des partis politiques, c'est des mouvances avec des contours incertains, mais il y a ni les Girondins, même au plus fort de leur influence, ni les montagnards au plus fort de leur influence, ont suffisamment de députés pour dominer seuls l'Assemblée nationale. Ils sont obligés finalement de s'allier avec ce centre, cette plaine, qui fait en fait les majorités changeantes d'une certaine façon. Et donc le côté gauche, ce sont les montagnards. Et c'est là, en 92, 93, 94, qu'on retrouve des députés qui sont aussi membres du club des Jacobins. Le problème de l'état des sources dont on a parlé tout à l'heure fait qu'on n'est pas capable de dire avec exactitude combien de montagnards sont aussi jacobins. On est sûr pour à peu près 130 d'entre eux que 130 montagnards, à peu près députés montagnards du côté gauche de la Convention nationale sont aussi membres du club des Jacobins. Il y en a peut-être plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peu près 300 députés montagnards et que sur ces 300, il y a des députés montagnards qui ne sont pas membres du club des Jacobins. Il y a des grandes figures, hein. La Canale, Carnot, par exemple, Cambon, qui est une sorte de ministre des Finances en 93-94, sont des gens qui sont extrêmement influents et qui pourtant ne sont pas membres du club des Jacobins tout en étant montagnards. Donc en fait, c'est deux choses un peu différentes, même si il y a là encore des alliances stratégiques entre montagnards et Jacobins, et concrètement, montagnards et Jacobins sont opposés aux Girondins ensemble. Alors, si on disait que votre ouvrage ressemble un petit peu à une réhabilitation de Robespierre, c'est toujours dans la nuance. De Robespierre, finalement, pas si ça. Alors, c'est pas l'enjeu n'était pas de réhabiliter. Le problème de Robespierre, c'est que, en fait, c'était l'éléphant au milieu de la pièce, la Robespierre. C'est-à-dire que quand on dit Jacobin, on pense Robespierre. Et donc, on finit par penser les Jacobins à partir de Robespierre. Et, euh, et en fait, cette omniprésence de Robespierre finit par nous empêcher de penser les Jacobins d'une certaine façon, parce que tout est ramené à lui et tout est ramené à ses discours, à ses prises de position et donc à des pures idées.
Or, il se trouve que depuis 15 ans, il y a eu plusieurs biographies de Robespierre qui se sont employées à chercher l'homme derrière le mythe. Et c'est tout le problème de Robespierre, c'est-à-dire qu'au fond, Robespierre est un mythe déjà de son vivant. C'est quand même le seul révolutionnaire, Robespierre, dont le nom, Robespierre, sert de prénom à des nouveau-nés en 93-94. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a des enfants qui sont prénommés Robespierre, jusque dans des villages. Donc c'est une renommée énorme. Et Robespierre, il a cette particularité, c'est que dès le début de la Révolution, alors que c'est encore un jeune avocat d'Arras, qui a que 31 ans, quand il commence à sortir un petit peu de l'anonymat, d'emblée, on l'aime au point de l'aduler ou on le déteste. Et il n'y a jamais de juste milieu avec Robespierre. Et cette absence de juste milieu, elle a traversé tout le 19e et tout le 20e siècle. Robespierre, on l'aime ou on le déteste. Alors, il y a une biographie de Robespierre qui est sortie il y a quelques années, qui n'est pas la meilleure à mon avis, mais qui a sans doute peut-être le meilleur titre. Par contre, c'est celle de Marcel Gauchet, qui s'appelle Robespierre, sous-titre L'homme qui nous divise le plus. Et c'est vrai, c'est ça, mais c'est ça dès l'époque. Et donc, les avis sont contrastés depuis le début. Et donc, depuis 15 ans, on a un effort des historiens pour essayer de revenir aux sources et puis pour essayer aussi d'écrire Robespierre tel que l'homme Robespierre a pu être, et c'est-à-dire aussi en essayant de ne pas tout conditionner à l'homme qu'il est en 93-94, c'est-à-dire l'homme de gouvernement, l'homme de pouvoir, etc., pour comprendre ces évolutions. Et à la faveur de ces travaux sur Robespierre qui ont été nombreux, une des conclusions massives qui s'est imposée, c'est que Robespierre n'a pas été le chef de la terreur. C'est-à-dire qu'il y a eu en l'an 2 un état d'exception. Un état d'exception qui est à entendre comme un état qui déroge à la Constitution, qui suspend la Constitution jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au retour de la paix, c'est-à-dire jusqu'à ce que la République soit sauvée. Cet état d'exception a adopté des politiques d'exception qui recourent à la violence, incontestablement. On a une époque où on criminalise les opinions politiques aussi pour sauver la République. Hein, et si vous êtes jugé contre-révolutionnaire, en gros, vous passez devant le tribunal révolutionnaire et il y a le choix. Hein. Vous êtes innocent, c'est l'acquittement. Vous êtes coupable, c'est la mort. On rigole pas. On est dans un gouvernement aussi en l'an 2, gouvernement d'exception, qui suspend les élections, qui suspend la liberté de la presse. Incontestablement, ça procède d'un schéma dictatorial, dirait-on aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que ce gouvernement d'exception est collégial. C'est-à-dire que concrètement, déjà, l'instance qui a la main pendant cet an 2 de la République, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est composée de plus de 500 députés et qui nomme en son sein 2 comités qui sont chargés d'assumer des fonctions de gouvernement. C'est-à-dire qu'on a une sorte de, dans cet état d'exception, on a un brouillage temporaire de la séparation des pouvoirs, et c'est le législatif qui s'empare de l'exécutif, un peu à sens contraire de ce qu'on a l'habitude de connaître sous la Ve République, si vous voulez. Et là, donc, on a 2 comités, le comité de sûreté générale et le comité de salut public, qui sont chargés de surveiller l'exécution des mesures dites de salut public, c'est-à-dire celles qui doivent sauver la République. Et le comité de salut public, qui est le plus important de ces 2 comités, dits de gouvernement, a 12 membres. Alors 11, parce qu'il y en a un, Hérault de Séchelles, qui finira par être guillotiné. Et ces 12 membres, ce sont tous des députés. Ce sont tous des députés et ils sont renouvelés de mois en mois par l'Assemblée nationale. Et ce comité de salut public, généralement, on dit que c'est lui qui a organisé, je cite, le système de la terreur, et que ce système de la terreur avait un chef, c'était Robespierre. Le problème, c'est que le comité de salut public, précisément, c'est collégial. C'est-à-dire qu'ils sont 12, je vous le disais, puis 11, et parmi ces 12, il n'y a que des cadors. C'est-à-dire que, alors, en l'an 2, il n'y a que des montagnards, ça c'est vrai, il n'y a pas que des jacobins, par contre, puisqu'il y en a un tiers du comité qui n'est pas jacobin là-dedans. Mais il y a quand même des gens comme Robespierre, certes, mais aussi Saint-Just, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Barrère, Carnot, etc. Et ces gens ne s'entendent pas tous bien entre eux. Et il y en a même qui se détestent. Carnot et Robespierre, par exemple, ne seraient pas partis en vacances ensemble si ça avait été un autre. Et on ne peut pas imaginer, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Et la réalité des sources dit le contraire, que Robespierre était en mesure de dicter ses vues aux 11 autres comme ça, aveuglément, parce que les autres avaient aussi leur position, etc. Et que c'était un travail collectif. Par ailleurs, le comité de salut public émet des arrêtés, fait des rapports
mais qui ne peuvent devenir loi que si l'ensemble des députés votent ces propositions de loi. Et donc, c'est quelque chose de collégial. Donc, les historiens ont appris à remettre ça en perspective pour se dégager notamment de ce qui s'est précipité en réalité dans les jours qui suivent la mort de Robespierre. C'est-à-dire, ce précipite-là, fin juillet 94, août 94, c'est-à-dire dans les lendemains du 9 Thermidor. Hein, le 9 Thermidor, Robespierre est arrêté avec ses proches. Le lendemain, il est guillotiné. Il faut comprendre qu'en réalité, ceux qui l'ont fait tomber, les Thermidoriens, ce sont des montagnards. C'est-à-dire que c'est la gauche qui exécute une partie de la gauche. Une histoire de la gauche française, pourrait-on dire. La gauche qui s'entretue. Et le problème, c'est que c'est violent. C'est-à-dire que concrètement, c'est une centaine de personnes envoyées à l'échafaud. C'est plus radical que l'élimination des Girondins un an plus tôt. Et il n'y a même pas de procès. Constatation d'identité, guillotine directe. Et un truc pareil, ça se justifie quand même. Surtout que ces montagnards qui renversent Robespierre, quelques semaines et mois plus tôt, en montagnard, ils faisaient, voilà, ils menaient des politiques ensemble. Et donc, ces thermidoriens-là vont devoir trouver des justifications. Et leur justification, ils la trouvent très vite, dès le lendemain de l'exécution de Robespierre. Et leur justification, c'est de dire terreur. Il y avait un système de la terreur, l'expression naît dans les jours qui suivent. Il y avait un système de la terreur. Ce système de la terreur visait à terroriser la population par le déchaînement d'une violence aveugle. Et ce système de la terreur avait un chef, Robespierre. Et ce chef voulait donc terroriser les autres, c'était un terroriste, c'était un monstre. Et nous, eh bien, en renversant Robespierre, on a mis fin au système de la terreur et voilà, la liberté est sauvée. Le seul problème, c'est que, je vous ai dit, ce sont des montagnards qui ont renversé Robespierre. Pour un certain nombre d'entre eux, c'était des gens qui étaient au comité de salut public avec eux. Et vous comprenez bien tout l'enjeu de ce propos système de la terreur. Parce qu'à l'époque du vivant de Robespierre, on ne qualifie jamais le gouvernement d'exception de système de la terreur. Et on ne dit jamais qu'il y a un chef. Parce que de fait, il n'y a pas un chef de ça. C'est collégial. Et en fait, le problème pour ceux qui ont renversé Robespierre, c'est de comment on fait, nous qui avons été montagnards avec lui, nous qui avons été au comité de salut public avec lui, comment on fait pour justifier d'avoir renversé lui, tout en gardant le pouvoir, nous? Système de la terreur. Il y avait un individu qui était monstrueux, qui était responsable de tout. On a abattu l'individu monstrueux, on a mis fin à ce qu'on appelle désormais rétroactivement système de la terreur. Voilà, nous, on peut rester en place. Et ça, c'est-à-dire que, en fait, et pour ça, ils vont développer tout un ensemble de légendes, ils vont mettre en circulation des rumeurs. Robespierre voulait devenir roi, il était prêt à épouser la fille de Louis XVI pour devenir roi, et puis on en invente dans tous les sens. Et on forge des légendes noires qui vont longtemps imprégner les mémoires et imprégner les historiens, au point que longtemps, on a dit, voilà, Robespierre, c'est le chef de la. Et les travaux des historiens depuis 15 ans disent attention, il ne faut pas être dupe non plus des mythes, des légendes, etc. Il faut faire attention à comment ça fonctionnait à l'époque. Et donc nous aussi, c'est ça qu'on a essayé de prendre en compte, c'est-à-dire ces acquis de la recherche, et puis essayer aussi de pas tout ramener à Robespierre, puisque précisément, il est important de ne pas tout ramener à Robespierre, et que Robespierre a des opposants, y compris au sein du club des Jacobins, y compris en l'an 2, des gens qui ne sont pas d'accord avec lui et qui peuvent le dire sans pour autant perdre la vie instantanément. Et justement, sous la terreur, on voit le nombre de clubs de Jacobins augmenter fortement. Donc, on peut se demander si c'est spontané, c'est par peur. Alors, c'est dans la plupart des cas spontané. C'est-à-dire qu'en l'an 2, il y a des clubs qui se créent spontanément, et c'est le plus grand nombre d'entre eux, jusque dans le monde rural, dans des communes qui adhèrent à la Révolution, y compris dans son visage de l'an 2, et qui se dotent d'un club pour soutenir la République dans ce moment critique de l'an 2 de la République. Il y a quelques clubs qui sont plutôt des sollicitations, qui ont été créés par sollicitation. Ça peut être, par exemple, un chef-lieu urbain qui va entreprendre, le club d'un chef-lieu urbain, par exemple, qui va entreprendre de susciter la création de clubs dans les campagnes autour. Ça a pu exister, on trouve dans la Drôme, on trouve ici ou là, quelque part, avec donc voilà, un club urbain qui tente de républicaniser les villages voisins en faisant ouvrir des clubs.
Mais ce qu'on constate, c'est que même dans ces cas-là, généralement, il y a l'impulsion initiale qui peut venir du dehors, mais après, le club de ces localités, une fois qu'il existe, prend une existence autonome et ne fonctionne pas sous la contrainte. Et puis parfois, on a des autorités du gouvernement d'exception qui essayent de susciter également des clubs, mais tout ça reste dans des proportions minimes. Et même le club des Jacobins de Paris, même en l'an 2, même en 93-94, exige pas que les localités ouvrent des clubs. Sinon, il y aurait eu, si les autorités avaient exigé qu'il y ait des clubs partout, si le club des Jacobins de Paris avait exigé qu'il y ait des clubs partout, il y aurait eu autant de clubs qu'il y a de communes. Or, il se trouve qu'il n'y a que 16% des communes en France, même en l'an 2, je dit 6 000 clubs, ça nous paraît énorme, mais 6 000 clubs, ça fait 16% des communes. Ça veut dire que dans 84% des communes, il n'y a pas de club jacobin. Donc, on voit bien là qu'on est quand même sur quelque chose en réalité qui ne procède pas d'une contrainte venue d'en haut en matière d'éducation. Comment expliquer les différents pôles du jacobinisme? Pourquoi plus dans le Midi-Provençal, dans le Dauphiné et dans le Sud-Ouest? Oui, alors, bon, ça, on se rend compte aussi quand on regarde la carte de l'implantation de ces clubs jacobins qui ne sont pas répartis de façon homogène dans le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des régions de plus forte densité jacobine et des régions de plus faible densité jacobine. Et ça s'explique en partie, hein. C'est-à-dire que, par exemple, la zone où il y a le moins de clubs jacobins, c'est l'Ouest. Mais bon, en même temps, très vite, en fait, dès 90, 91, 92, l'Ouest, et là je parle de l'Ouest, pas de Bordeaux, je parle du Nord-Ouest, c'est-à-dire Bretagne, Vendée, etc., prennent un chemin qui n'est pas celui de la Révolution en réalité, et qui se détourne de la Révolution. Et donc, en fait, dans ces zones-là, il va y avoir des clubs jacobins quand même, mais dans les villes seulement, parce que les villes, dans l'Ouest breton, l'Ouest vendéen, fonctionnent un peu comme des fiefs du républicanisme, au fond. Et donc là, on retrouve des révolutionnaires, des républicains, et il y a des clubs. Par contre, dans les campagnes autour, ça va rester blanc de clubs, simplement parce qu'on se détourne, ça finit en guerre civile quand même. Et puis, il y a des endroits, inversement, où la réalité politique stimule la création de clubs très vite. C'est le cas en Provence, par exemple, c'est le cas dans le Dauphiné également, où il y a très vite des affrontements locaux assez rudes entre révolutionnaires et ceux qu'on appelle dès 89 les aristocrates, c'est-à-dire au fond les contre-révolutionnaires qui refusent la révolution. Et ces affrontements qui sont très vite plus conflictuels qu'ailleurs, eh bien, impliquent aussi le besoin de s'organiser, y compris pour des choses très pratiques, c'est-à-dire gagner les élections municipales, gagner les élections au niveau départemental. Et donc, on crée des clubs. Et ensuite, quand la révolution avance et que arrive l'été 93, le Sud-Est, par exemple, va être une zone comme d'ailleurs les environs de Bordeaux, de révoltes dites fédéralistes, c'est-à-dire des révoltes girondines, au fond, contre les montagnards et les jacobins. Eh bien, on retrouve encore une conflictualité politique forte qui rejoue, au fond, au niveau local, l'opposition qu'on peut retrouver à Paris entre montagnards jacobins d'un côté et girondins de l'autre. Et ça aussi, ça continue d'aviver la création de clubs, puisque la conflictualité, elle est aussi sur le terrain. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de clubs en 93-94 dans les villages du bassin parisien. Bon, mais parce qu'il y a l'orbite de Paris, là, et l'influence de Paris et la politisation parisienne. Donc on peut expliquer en fait la géographie particulière et globalement ce qu'on observe, c'est que cette carte de l'implantation des clubs, c'est un bon reflet de la géopolitique du pays. C'est-à-dire que là où la carte est blanche, c'est-à-dire qu'il y a très peu de clubs, on est aussi dans des zones qui sont des zones du refus de la révolution en réalité. Et que deviennent les Jacobins à la mort de Robespierre? Ben, ça va pas bien pour eux, à la mort de Robespierre. Euh, Déjà parce qu'ils ont été dans une indétermination totale le jour de la chute de Robespierre, c'est-à-dire le 9 Thermidor. Et c'est intéressant parce que Robespierre avait cru qu'il pouvait s'appuyer sur les Jacobins pour renverser une situation qui lui était moins favorable, quand même déjà depuis plusieurs semaines. Il faut imaginer que Robespierre est renversé le 27 juillet 94, enfin, arrêté, hein, ensuite exécuté. Euh, et depuis un mois, il venait plus ni à l'Assemblée, ni au comité de salut public. Pourquoi? Parce qu'il était critiqué, de plus en plus critiqué, il était malade, il était affaibli, etc. Donc il ne venait plus. Physiquement, il n'était plus là. Et il est revenu la veille de son arrestation. Et il a fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire en politique quand vous êtes ciblé par les critiques. Il est revenu après un mois d'absence où tout le monde a parlé avec inquiétude de lui, parce qu'au fond, ce qu'on redoutait,
déjà à l'époque, hein, c'est qu'il acquiert de plus en plus de pouvoir. On lui en prêtait peut-être davantage qu'il n'en avait, et on avait peur que si Robespierre avait des choses à vous reprocher, ça finisse mal pour vous quand même. Il y avait cette crainte-là. Et donc pendant un mois, il n'est pas là, donc les gens parlent, 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 et son absence est énigmatique. Donc on parle, parle, parle encore plus. Puis le voilà qui revient le 8 Thermidor, 26 juillet 94. Et là, il fait un discours interminable de 2 heures et demie où il explique qu'il y a des traîtres dans l'Assemblée. Il parle devant une assemblée, il y a des traîtres. Je sais qui c'est, mais je vous le dis pas aujourd'hui, je vous le dirai demain. Bon, bah, il y a la nuit pour être sur le pied de guerre, pour en gros le faire tomber avant que ce soit vous qui passiez à l'échafaud, d'accord? Donc, personne ne sait qui va dénoncer, mais du coup, tout le monde se sent possiblement concerné. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais lui le fait et ça se retourne mal. Mais il avait pensé qu'il pouvait, même quand il venait plus à l'Assemblée, qu'il venait plus au comité de salut public, il pouvait s'appuyer sur le club des Jacobins encore comme une sorte de zone de repli pour reconquérir au fond l'opinion. Et en fait, le jour où il tombe, les Jacobins sont divisés et ne font strictement rien. Ils font rien. C'est-à-dire que ils savent pas s'il faut soutenir Robespierre ou pas soutenir Robespierre. Et ça montre bien que lui-même n'était pas tout puissant dans ce club en réalité. Sinon, le club, comme un seul homme, serait allé le sauver. Et le club ne l'a pas fait. Néanmoins, et je reviens, vous vous souvenez, à la justification trouvée par les thermidoriens pour justifier l'élimination de Robespierre et de ses proches. Robespierre, Saint-Just, Couthon, le petit frère Augustin Robespierre, et ça qui tombe en même temps. Et je vous souvenez, pour au fond garder le pouvoir, l'enjeu de ces gens, c'est quand même fondamentalement de à la fois prétendre avoir mis fin au système de la terreur, donc d'inventer l'expression système de la terreur en disant Robespierre c'est le monstre, on élimine Robespierre et ça, avec l'idée qu'en fait, eux veulent rester en position de pouvoir, mais surtout qu'en restant en position de pouvoir, ils veulent préserver en réalité à peu près tous des rouages de l'état d'exception. Et de fait, ils vont préserver tous des rouages de l'état d'exception pendant 1 an après la chute de Robespierre. C'est-à-dire que tout le gouvernement, le comité de salut public, le tribunal révolutionnaire, tout ça subsiste 1 an à la mort de Robespierre en réalité. Et leur idée, c'est comment on fait? Comment on fait pour dire le coupable, c'était Robespierre, il a voulu mettre en place un système de la terreur, on a bien fait de l'éliminer, si en même temps on veut préserver le gouvernement révolutionnaire? Parce que si on pointe Robespierre, le risque, ça va être de dire oui, mais Robespierre, c'était un membre du comité de salut public, un des plutôt. Donc en fait, c'était pas que la faute de Robespierre, c'était la faute aussi de l'Assemblée et du comité de salut public, donc aussi de ses membres, dont un certain nombre veulent précisément sauver l'état d'exception dont ils sont membres, etc. Vous comprenez la difficulté. Et donc, eh ben, il faut trouver un moyen d'imputer la faute au monstre Robespierre, mais en dédouaner le gouvernement et l'Assemblée. Et c'est là qu'on pense aux Jacobins. Robespierre, c'est le Jacobin le plus connu. C'est même, dans l'idée de beaucoup, le Jacobin. Et donc, en fait, ce Robespierre monstre, ce qu'on va dire, c'est qu'il voulait terroriser les gens, qu'il voulait établir un système de la terreur, mais en s'appuyant pour ça sur le réseau jacobin. Robespierre terroriste, c'était Robespierre jacobin. Et on dit, et on forge à ce moment-là l'idée d'ailleurs, c'est le 14 Thermidor en deux, hein, Robespierre est tenu 4 jours seulement, on lance l'idée qu'en fait Robespierre a voulu terroriser les gens en établissant une centralisation totale. Une centralisation totale. Cette fois, le terme apparaît, mais Robespierre est déjà mort. Centralisation totale, c'est-à-dire qu'il a voulu concentrer tous les pouvoirs en un seul point pour mieux s'approprier ce pouvoir. Et comment voulait-il terroriser la France par une centralisation totale? Par le réseau jacobin, une sorte de société d'inquisition à sa main. Comme ça, c'est la faute aux jacobins, c'est pas la faute au comité de salut public, c'est pas la faute à la Convention nationale. Donc au fond, dès la chute de Robespierre, les jours du club des Jacobins sont fermés et le club des Jacobins est fermé par décision de l'Assemblée nationale dès l'automne 94. Il est interdit. Il est interdit et accessoirement, on interdit sa réouverture et accessoirement aussi, on interdit à l'avenir à n'importe quel club de développer une structure en réseau. Parce qu'il ne faut quand même pas se faire d'illusions. Ce qu'on redoute par-dessus tout quand on est thermidorien, c'est aussi quand même la mobilisation collective que pouvait permettre un réseau fort de 6 000 clubs, de 500 000 membres, etc. Donc on démantèle le club parisien, on démantèle la structure en réseau et au passage, on réinterdit pour l'avenir toute association en réseau. Alors, dans l'ouvrage, il y a une partie sur l'historiographie, justement, sur les Jacobins, qui est passionnante. Alors, on ne va pas tout retenir, mais alors, l'abbé Baruel, voilà, mérite quand même qu'on s'arrête sur lui. Oui, l'abbé Baruel, il va quand même beaucoup faire pour développer l'image négative qu'on a des Jacobins aujourd'hui.
Alors en fait, il brasse tout un ensemble de thèmes qui ont été évoqués par d'autres que lui, hein. C'est-à-dire que les contre-révolutionnaires, Baruel, c'est un contre-révolutionnaire. C'est un prêtre contre-révolutionnaire et qui va partir très vite en émigration, mieux voilà, dénoncer et combattre la révolution. Et il y a d'autres contre-révolutionnaires que lui qui ont attaqué les Jacobins très tôt, hein. Je vous ai dit, le jacobinisme, dès 91, c'est les contre-révolutionnaires pour dénoncer la révolution. Donc il s'appuie sur un fond. Mais à partir de 1792, il est parti déjà en exil et il se met à essayer de réfléchir à ce qu'il est en train de vivre, euh, à cet événement qui vient de bouleverser sa vie, littéralement, la Révolution, qui l'a amené à vivre au-delà de son pays, la France, à quitter son pays, etc. Bref, la situation est inouïe, il veut y donner sens. Et pour ça, il rédige un écrit qui est délirant de complotisme, à vrai dire. C'est une sorte d'écrit halluciné qui s'appelle Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme et qui est vraiment dans la veine contre-révolutionnaire, qui estime que les Jacobins, c'est la révolution. Voilà, c'est pas la centralisation, les Jacobins, c'est la révolution. Mais ce livre va avoir un écho considérable, va être vendu encore par quantité pléthorique au 19e siècle et même au 20e siècle, etc. Et va infuser toute la tradition contre-révolutionnaire française, tout aussi l'approche, on va dire, contre-révolutionnaire et même l'approche longtemps un peu de droite de la Révolution française. Et l'idée est la suivante. En fait, pour Baruel, la Révolution, c'est la faute des Jacobins, mais comment? À travers un complot. Il estime, Baruel, que au fond, s'il y a cette révolution qui a changé le monde, c'est à cause d'un phénomène très profond. Et lui, il appelle ça le jacobinisme, mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Et en fait, il pense que tout ça remonte, tenez-vous bien, à la condamnation à mort de Jacques de Molay, qui était le grand maître de l'ordre du Temple sous Philippe le Bel au début du XIVe siècle, c'est-à-dire 480 ans avant le début de la Révolution française à peu près, 480 ans avant Robespierre au comité de salut. Et en fait, à ce moment-là, ce serait mis en place un complot, le jacobinisme, 400 ans d'existence souterraine quand même. Ce jacobinisme en fait, serait né du serment prêté par les partisans du grand maître de l'ordre du Temple, Molay, qui aurait prêté serment au moment de la mort du grand maître de venger sa mort en se vengeant du roi Philippe le Bel et du pape qui avait permis cette mort. Donc, un complot dont les bases seraient l'attaque contre l'État, se venger du roi, et attaque contre la religion, se venger du pape. Et donc, cette conspiration jacobine aurait pris son temps et elle se serait mise en place étape par étape et elle aurait accéléré au XVIIIe siècle en mettant en place des rouages préparatoires. C'est toujours le jacobinisme, hein, tout ça, d'accord. D'abord, un premier complot, le complot des philosophes des Lumières, qui aurait été là pour saper la religion. Voilà. Les sophistes de l'impiété, appellent-ils ça, les philosophes des Lumières, pour détruire la religion. Là-dessus serait venu s'ajouter un deuxième complot, toujours dans la conspiration du jacobinisme, qui était le complot mené cette fois par les francs-maçons, qui visait l'État. Alors, on commence à miner les fondements de l'État. Puis serait arrivé un dernier étage préparatoire qui serait celui des Illuminati, la secte des Illuminati, qui, eux, étaient un complot dans le complot visant, au fond, à saper à peu près tout, c'est-à-dire la religion, l'État, la société, pour établir une sorte d'anarchie. Et puis, une fois que le complot aurait été prêt, eh bien, les Jacobins n'auraient plus qu'à appuyer sur le bouton et la révolution commençait, la Bastille tombait, et puis voilà. Et 1789 était. Et pour Baruel, c'est ça le jacobinisme. C'est ça les jacobins. C'est une sorte de vaste conspiration, mais le pire, c'est qu'il considère que cette conspiration jacobine, eh bien, la révolution, c'était que son galop d'essai. Parce que son but, c'est la subversion mondiale, pour détruire méthodiquement toute forme de gouvernement, toute forme de société, toute forme de propriété, toute forme de religion, tout. C'est-à-dire, c'est l'horreur. C'est un complot démoniaque. C'est un truc souterrain de l'enfer, etc. Et donc, c'est ce qu'on doit détester. Et vu que la Révolution française n'était que son galop d'essai, évidemment, c'est riche de menaces pour l'avenir, et c'est aussi pour ça que ça fascine. Voilà. Et donc, ça va contribuer à attribuer une image très sombre aux Jacobins et aux Jacobines. Alors, on peut se demander s'il y a un réel héritage jacobin, c'est pas l'héritage de la Révolution. Alors, c'est un peu tout en même temps, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui va se produire, c'est une fois l'aventure jacobine terminée, c'est-à-dire une fois l'automne 94 arrivé, le club des Jacobins fermé, le réseau jacobin démantelé, etc.
l'étiquette jacobin-jacobinisme va continuer à circuler. Alors, on vient d'en parler avec Baruel à l'instant. Son livre sort en 1797 à Baruel. Il commence à écrire en 92, sort en 97. Mais on va commencer à assister à un phénomène intéressant dès les lendemains de la fermeture du club, alors même que la révolution n'est pas encore terminée. C'est-à-dire qu'on va continuer à désigner des personnes comme jacobines, alors même que le club des Jacobins n'existe plus, et que ces personnes qu'on désigne comme étant jacobines n'ont pas toujours été, au temps où les Jacobins existaient, membres des clubs des Jacobins. Mais en fait, on voit petit à petit un déplacement. Et à partir des années du Directoire, du Consulat et de l'Empire napoléonien, au fond, l'étiquette jacobine est en train de prendre un sens large pour désigner la gauche républicaine. La gauche républicaine, jacobin. Par référence à ce club, etc. Et ça irrigue, ça circule. Et puis arrive à la chute de Napoléon en 1814-1815, en deux temps, le temps des restaurations, les restaurations monarchiques, c'est-à-dire c'est le retour des frères de Louis XVI, hein, Louis XVIII d'abord, Charles X ensuite, et on prétend restaurer la restauration, c'est-à-dire revenir à la situation antérieure. Louis XVIII dit renouer la chaîne des temps par-dessus la Révolution, comme si elle n'avait pas existé. Et donc, eh bien là, il y a des gens qui se disent, des gens qui continuent, alors c'est dangereux de continuer à se dire républicain et encore plus jacobin. Vous êtes pris en train de chanter la Marseillaise, c'est la prison. Vous êtes pris en train de dire vive la République, c'est la mort. Hein. C'est comme ça que ça se passe. On n'a même plus le droit de brandir le drapeau bleu, blanc, rouge, si vous voulez. C'est dangereux. Mais dans des gens qui continuent à avoir des formes de fidélité à la Révolution, on s'est dit, bon, bah, on a fait 89, on a fait 93. Maintenant, il se trouve qu'on est revenu à avant. Il faudrait donc recommencer. Recommencer 89, refaire la révolution. C'est pas un enjeu d'écriture de l'histoire, c'est un enjeu politique pour le présent, pour ces gens-là. C'est difficile pour eux, il y a une répression très forte, et puis arrivent les événements de 1830. 1830, il y a une nouvelle révolution, la révolution dite des Trois Glorieuses, 3 jours, les Trois Glorieuses, en juillet 1830 à Paris, qui renverse la Restauration et qui établit un nouveau régime, la monarchie de juillet, puisque la révolution a eu lieu en juillet, la révolution des Trois Glorieuses, et on reste dans un régime monarchique, mais c'est une monarchie dont le roi a changé, c'est Louis-Philippe d'Orléans. Et Louis-Philippe d'Orléans se veut roi bourgeois, se veut aussi roi inspiré par 89, le drapeau tricolore revient, les symboles révolutionnaires. Et là, il y a des gens qui se disent, bon, bah voilà, on vient de refaire 89. Et d'autres se disent, parce que le mouvement républicain, à la faveur de cette révolution de 1830, reprend de la force, ben, puisqu'on a refait 89, maintenant il faudrait peut-être refaire 93. Et là, on les voit reprendre à bras-le-corps les étiquettes eux-mêmes de jacobins, de jacobinisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand eux-mêmes, qui sont des gens qui le reprennent comme une étiquette positive, ils le reprennent au fond tel que on a fini par l'associer dans la Révolution, notamment a posteriori, c'est-à-dire que jacobin-jacobinisme, quand ils se disent comme ça, en fait, c'est en référence à Robespierre principalement. Robespierre, robespierrisme et aux propositions sociales, notamment de Robespierre sur le droit à l'existence, sur le suffrage universel, sur l'abolition de la peine de mort, sur l'éducation pour tous, sur ces choses comme ça. Et donc là, on a une sorte de résurgence. Cette résurgence, elle va aller loin. En 1848, à nouveau révolution, révolution qui cette fois établit une république à la place de la monarchie de juillet. Vous savez quand même que le 19e siècle est riche en révolution, qui sert aussi autant de façons d'essayer de digérer l'héritage de la Révolution française en réalité. Et là, on a des gens qui se disent montagnards, hein, explicitement, des forces politiques qui se disent montagnardes pendant la Révolution de 1848. Et tout ça continue encore jusqu'à la Commune de Paris en 1871, où on va quand même déjà renouer un temps, on va essayer le calendrier républicain, mais on va aller jusqu'à créer un comité de salut public. Et les gens se disent jacobins dans la Commune de Paris. Donc, il y a cet héritage-là, qui est revendiqué par toute une partie de la gauche. Alors, cela dit, pas par toute la gauche. C'est-à-dire que dès les années 1830, 1840, 1850, et ça se développe de nouvelles choses à gauche. C'est-à-dire que le 19e siècle, c'est aussi le siècle de l'industrialisation, du développement du capitalisme, de la naissance de la classe ouvrière, et à la faveur de ça se développent de nouvelles doctrines, l'anarchisme, le communisme, le socialisme, etc. Et des gens comme Proudhon pour l'anarchisme, comme Marx pour le communisme, sont un peu lassés à un moment avec
ces Jacobins qu'on brandit, ce Robespierre, etc., en se disant, au fond, le problème des Jacobins de la fin du XVIIIe siècle, c'est que ils ont pensé avec les données de la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, il n'y avait pas le capitalisme dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui, il n'y avait pas le prolétariat comme aujourd'hui, il n'y avait pas la question de la propriété privée dans les mêmes données qu'aujourd'hui. Et au fond, à convoquer toujours Robespierre, on va penser avec les catégories de l'époque, une pensée de l'État, une pensée des pouvoirs, de tout ce qu'on veut, mais on manque une partie des enjeux contemporains. Donc, ce serait bien quand même de dépasser un peu ces étiquettes jacobin, jacobinisme, etc. Et pourtant, ça reste très présent à gauche. Ça reste très présent sous le Second Empire, c'est-à-dire entre la Révolution de 1848 et la Commune de Paris de 1871, à l'époque où le neveu de Napoléon reprend le pouvoir, Napoléon III. Il y a des répressions politiques assez sévères. Et quand on observe les rapports de police, font des perquisitions, notamment dans les milieux républicains, on se rend compte que souvent, on retrouve chez ces républicains des bustes de Robespierre, de Saint-Just, etc. Donc, il reste une sorte de mémoire, si vous voulez, à gauche, en France, tout au long du XIXe siècle, qui reste très forte et rattachée à la Révolution française. Et donc, rattachée à la Révolution, rattachée aux Jacobins également. Et alors, pour faire vraiment les choses en diagonale et à un moment conclure, ça rebondit encore fin 19e, ça rebondit encore au 20e siècle, mais sur des bases un tout peu différentes. C'est-à-dire que fin 19e siècle, dans les années 1880-1890, il y a ce qu'on appelle la République dite opportuniste, c'est la Troisième République, avec des figures comme Jules Ferry, tous ces gens-là. Et ces républicains, façon Jules Ferry, opportunistes, assez libéraux, se font déborder par leur gauche, par des républicains un peu plus radicaux, qui se donnent justement le nom de radicaux, les radicaux, dont la grande figure, c'est Clémenceau. Et Clémenceau, lui, se revendique des jacobins. Alors pas pour dire moi je suis jacobin, mais quand même il mobilise l'étiquette jacobine incontestablement. Donc c'est aussi une façon de signifier son positionnement à gauche, si vous voulez, dans ce débat-là. Et les choses rebondissent à nouveau. Alors désolé pour ces cavalcades à travers le temps, mais au moment du Front populaire. C'est-à-dire que en gros, fin 19e, début 20e, sont vraiment les radicaux qui se revendiquent de l'héritage jacobin. Et la gauche socialiste s'est d'autant plus distanciée avant le Front populaire des jacobins qu'il se trouve que justement les radicaux s'en réclamaient. Parce que c'est bien beau, Clémenceau, de dire on est jacobin, mais Clémenceau, il y a le Clémenceau de la jeunesse, puis il y a le Clémenceau de plus tard, celui qui fait tirer sur les ouvriers notamment. Et si Clémenceau dit je suis jacobin, pour le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, les jacobins, ça fait un peu repoussoir. Et puis arrive le Front populaire. Le Front populaire, c'est un mouvement de réaction au fascisme, d'abord, et au sentiment d'un péril fasciste possible en France suite aux émeutes de février 1934. Or, qu'est-ce que c'est que le fascisme? Eh bien, il y a une façon assez simple de définir le fascisme, c'est d'en confier la définition à un spécialiste, en la personne de Mussolini, et de regarder la définition qu'il avait faite dans une encyclopédie italienne. Il avait défini le fascisme, et une de ses premières définitions, c'est de dire c'est le rejet de la Révolution française. Le fascisme, c'est le rejet de tout l'héritage de la Révolution française. C'est une attaque contre le legs révolutionnaire français qui irrigue bien au-delà de la France. Donc, si vous êtes contre le fascisme, et que le fascisme, c'est la dénonciation de la Révolution, forcément, ça revalorise d'un coup la Révolution. Ça revalorise d'autant plus la Révolution que les radicaux, petit à petit, se déportant sur leur droite, mettent un peu tout ça eux-mêmes à distance, au point qu'en 1939, Daladier et Herriot, qui sont aux manettes, disent et sont en charge d'organiser le 150aire de la Révolution française dans le contexte particulier de 1939, disent bon, Jacobin, ça va, mais quand même, voilà. Et donc, il y a le Front populaire en réaction au fascisme. Et un des grands moments du Front populaire, une des plus grandes manifestations du Front populaire, c'est la manifestation du 14 juillet 1935. On organise une grande fête et on choisit le 14 juillet. Et vous voyez bien, si vous choisissez le 14 juillet, vous allez parler de la Révolution française, forcément. Et là, on met le paquet, mais vraiment le paquet, on ressort les symboles, etc. Et il y a une composante du Front populaire à ce moment-là qui va s'approprier le drapeau jacobin de la nation, c'est les communistes. En disant pas nous sommes jacobins, mais en faisant une sorte d'analogie, si vous voulez, dialectique. Nous sommes aujourd'hui ce que les jacobins étaient hier, c'est-à-dire, d'une certaine façon, nous sommes les héritiers des jacobins en étant, nous, voilà,
aujourd'hui dans notre temps ce que les Jacobins étaient dans leur temps à eux. Et donc les communistes là vont s'emparer de cette étiquette jacobine, ce qui va demeurer très fort dans le mouvement communiste jusqu'aux années 70-80. Donc il y a une référence incontestablement. Et s'il faut conclure sur le présent là, très contemporain, cette référence, elle a toujours pas disparu. Alors, elle s'est un peu essoufflée en France. Vous vous souvenez peut-être quand même ça a ressurgi à un moment, notamment au moment du Front de gauche, de la campagne présidentielle de 2012. Il y avait des bonnets phrygiens un peu partout. Il y avait du Robespierre dans les discours. Euh, c'est quand même beaucoup moins présent là tout de suite. Par contre, la gauche radicale américaine, qui a quand même fort à faire en ce moment, a depuis quelques années un magazine qui s'appelle Jacobins, précisément, et qui a des déclinaisons en langue italienne, etc. Donc, il y a une sorte de référence mondiale qui demeure encore aujourd'hui attachée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Quand on dit jacobin dans le discours du média aujourd'hui, c'est-à-dire centraliste, étatiste, est-ce que ça veut pas dire napoléonien? Alors, incontestablement, le grand tournant centralisateur, c'est pas les Jacobins et c'est même pas, à vrai dire, le gouvernement d'exception de 93-94, c'est Napoléon. C'est-à-dire que le consulat et l'empire font passer les révolutionnaires de 93 pour des enfants de cœur en matière de centralisation. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les thermidoriens qui ont renversé Robespierre, déjà eux-mêmes, une fois Robespierre renversé, vont s'appeler à une nouvelle constitution qui va être celle du Directoire. Les thermidoriens qui définissent cette constitution du Directoire qui va s'appliquer de 1795 jusqu'à 1799. Et en fait, cette constitution est la plus centralisatrice de toute la période révolutionnaire. Donc, quand ils pointent du doigt les Jacobins en disant affreux centralisateurs, etc., il y a vraiment un usage stratégique parce qu'en fait, eux-mêmes vont établir une constitution qui est encore plus centralisatrice que ce qu'il y avait en 80. Donc, Napoléon, incontestablement, là-dedans est mouillé, mais surtout, peut-être ce qu'il faut aussi avoir en tête pour comprendre pourquoi aujourd'hui on dit jacobin centralisateur, il y a évidemment le legs thermidorien qui irrigue, mais il y a aussi, et ça permettra de boucher un trou dans ce que j'ai dit, ce qui se passe dans les années 1960-1970 du XXe siècle, c'est-à-dire les années 60-70, il y a une force politique dominante à gauche désormais, c'est le Parti communiste, et je viens de vous le dire, depuis le Front populaire, les communistes, ils se revendiquent du drapeau jacobin incontestablement. Mais dans les années 60-70, il y a aussi une partie de la gauche qui ne se satisfait plus de la domination communiste, et c'est ceux qui vont se donner le nom de deuxième gauche, en l'occurrence. Et ils sont appuyés sur tout un mouvement intellectuel, de philosophes, Glucksmann père, Lévy, Bernard-Henri Lévy, etc., et d'autres. Et, dans leur réflexion, à cette deuxième gauche, il y a notamment une grande force de ce qu'on appelle l'antitotalitarisme. C'est-à-dire que pour eux, le problème, c'est l'État. D'une manière générale, c'est l'État trop fort, l'État qui finit en goulag en Union soviétique, l'État qui en France s'occupe de beaucoup trop de choses, jusque dans l'économie, le social, etc. Le problème, c'est la contrainte de l'État. C'est aussi le moment des réflexions de Michel Foucault, par ailleurs aussi, sur la contrainte de l'État comme oppression, etc. Euh, et c'est à ce moment-là où se développent aussi des réflexions dans cette même mouvance au fond politique de cette deuxième gauche d'historiens, dont François Furet, qui lui a des comptes à régler avec le communisme pour en avoir été, pour ne plus en être, etc. Et qui fait des analogies en considérant qu'au fond, la Révolution française, c'est la matrice des totalitarismes du XXe siècle et qu'il voit notamment dans cette sorte de totalitarisme qui s'est mis en place dans la Révolution, d'omnipotence de l'État, le problème jacobin, on en est toujours sur le communisme centralisateur, etc. Et tout ça se digère au sein de la deuxième gauche et finit par faire que, au fond, comme les communistes dont on aimerait bien réduire l'influence se revendiquent des jacobins et qu'en même temps les jacobins on associe ça à l'État, etc. Eh bien, il faudrait déjacobiniser la gauche pour mieux la décommuniser d'une certaine façon et aussi déjacobiniser la Révolution française pour mieux décommuniser la vie politique présente. Et c'est comme ça que dans les années 70, Michel Rocard, dans un congrès du Parti socialiste, théorise le fait qu'il y a deux gauches. Il y a deux gauches en France. Il y a la première, qui n'est pas la bonne, et il y a la deuxième qui est la bonne. Et la deuxième, dit-il, elle est décentralisatrice, elle est libérale, elle est vertueuse. Il ne dit pas girondin, mais enfin, on comprend que l'esprit est là. Et la première, elle ne va pas, c'est-à-dire qu'elle contraint,
elle est étatiste, mais il utilise avant ça un premier terme pour la qualifier, il dit elle est jacobine. Et là, en fait, finalement, on se retrouve avec une histoire interne à la gauche, c'est-à-dire que cette idée d'État centralisateur, en fait, c'est quelque chose qui avait été moins présent au 19e ou au 20e siècle, où au fond, quand on disait jacobin, c'était d'abord celui qui voulait la démocratie, celui qui voulait les droits sociaux, etc. Et là, ça revient en force à partir de là, sous l'impulsion d'une partie de la gauche contre une autre partie de la gauche. Les jacobins, c'est l'État qui comprime, l'État qui oppresse, l'État qui, si on ne fait pas gaffe, finit par ouvrir des goulags et des choses comme ça. Et voilà, donc il y a aussi ce retour en force, finalement, qui est dit la deuxième. Oui. Je ne sais pas si c'est un complément ou une contestation. Mais je crois que ce qui s'est passé dans les années 70, avec le développement de la crise économique, bien sûr, a montré que les politiques d'État, y compris celles adoptées par De Gaulle, etc., n'étaient plus adaptées. 1 euro, vous voulez dépenser dans un département où il y a la crise de ceci, alors que dans un département où il n'y a pas de crise, ne produisait plus le même effet. Oui. Donc, partant de là, le rapport Guichard en 70, etc., a posé aussi la question donc d'adapter les politiques de l'État à autre chose que des choses qui descendent de la même façon partout, quoi. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui mérite d'être intégrée pour voir l'évolution du concept, justement, même s'il a été donc détourné de sa réalité, etc. Oui, non, mais ça, après, on peut avoir les avis qu'on veut, si c'est bien que l'État soit capitaine d'industrie ou soit pas capitaine d'industrie. Mais ce qui est intéressant, c'est l'usage qu'une partie de la gauche finit par faire et par prêter au jacobinisme, c'est-à-dire jacobin, jacobinisme. C'est ça mon propos. Mais bon, aujourd'hui aussi, il y a une guerre des gauches. Oui. Mais le concept n'est pas du tout. Ah bah, je sais pas, par exemple, Raphaël Glucksmann a fait toute sa campagne des européennes en 2024 en disant qu'il voulait être, je cite, ni Jupiter ni Robespierre. Et dans la foulée, il vient, avec son mouvement Place Publique, dire que son mouvement est girondin, c'est-à-dire paré de... Et là, on est dans un classique de la deuxième gauche des années 70. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, c'est toujours là, et c'est toujours, en fait, finalement, là, les arguments mobilisés par Glucksmann, fils, en 2024, sont pas sans faire écho à ce qui pouvait se passer à la génération de son père, en réalité. Moi, j'ai une question. Si club, alors d'abord, une remarque, et l'histoire, un peu comme ça, j'aimerais vraiment être auprès du radiateur pour l'histoire. Mais non, vous disiez 6000 clubs en France, comment bon, ils produisaient des idées, j'imagine, ils produisaient des propositions, des revendications, etc. Comment ils s'enrichissaient eux-mêmes de tout cela? Et puis, qu'est-ce que ça devenait? Parce qu'en fait, là, c'était important, et je pense que les Jacobins, c'était en premier, c'était la parole au peuple et la mise en mouvement du peuple. Comment ils se servaient de toutes ces idées-là pour influer sur le alors déjà, les idées arrivaient jusqu'à eux, parce que notamment, une des fonctions de ces clubs, c'était une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'abonnaient à la presse, à des journaux. Les abonnements coûtaient cher, tout le monde ne pouvait pas forcément se les payer. Donc, on prenait un abonnement collectif au club, puis on pouvait lire la presse pour se tenir informé des événements politiques nationaux. En s'associant aux Jacobins de Paris ou aux Jacobins d'autres villes, on recevait d'eux des discours, des choses comme ça, qu'on lisait également, donc on était informés. Et puis ensuite, on ne se contentait pas de lire ce que disaient les autres, c'est-à-dire que ces 6000 clubs, c'est vraiment 6000 lieux où les Français ont appris la politique et sont entrés en politique, c'est-à-dire qu'ils ont appris à faire des discours, à faire des pétitions, mais où ils ont aussi appris à parler, alors parfois des choses locales, c'est-à-dire que ils faisaient des pétitions pour demander qu'on passe cette politique pour l'entretien des rues ou des choses comme ça dans leur localité, mais ils débattaient aussi de problèmes de l'heure, c'est-à-dire qu'il y a dans plein de clubs jacobins locaux, en janvier 93, on débat du procès du roi comme si c'était aussi décisif qu'à la Convention nationale qui était en train de juger le roi. Et on avait des avis sur la guerre, sur la religion, etc. Et on les exprimait. On les exprimait
à l'intérieur du club, mais on les exprimait aussi dans des délibérations, des pétitions qu'on faisait ensuite remonter. Alors, à l'intérieur du réseau jacobin, on pouvait l'envoyer au club avec qui on était associé, au club de Paris aussi, mais on les envoyait même à l'Assemblée nationale. Si on regarde qui envoie à l'Assemblée nationale des lettres à l'époque, on se rend compte que majoritairement, c'est pas d'abord les municipalités ou les départements. Le plus gros pourvoyeur de lettres à l'Assemblée nationale pour dire des choses sur la situation politique ou demander des choses, ce sont les clubs locaux. Donc il y a une vraie façon, ces clubs, c'est aussi une façon de faire remonter la parole de la province et d'exprimer la parole locale. Non, je suis désolé, malheureusement, on va être obligé d'arrêter parce que à 20h, la salariée de la librairie finit son travail. Je voudrais remercier à votre nom Nadia et Com, vraiment pour tout ce qu'ils nous ont partagé. Ah ouais. Et je pense que peut-être qu'on refera quelque chose parce que franchement, c'était super. Oui.